Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La période de transition au Mali réduite à 2 ans à partir de mars 2022. Un décret a été signé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La coopération entre Alger et Nouakchott passe à une vitesse supérieure, un partenariat stratégique traduit par la signature de nombreux accords à la faveur de la visite du ministre algérien de l'énergie en Mauritanie. Un rapport de l'ONU accuse l'entité sioniste d'être la cause des tensions et d'instabilité dans les territoires palestiniens. Et au Royaume-Uni, après des mois de scandale, Boris Johnson survit au vote de défiance de la Chambre des communes et sauve son poste. Nous le disions à l'instant, les autorités maliennes se donnent jusqu'à mars 2024 avant de rendre le pouvoir aux civils. C'est par décret que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et son premier ministre Choguel Maïga ont réduit la durée de la transition à 2 ans à compter de mars 2022. Une décision qui viendra peut-être apaiser les relations entre le Mali et la CEDEAO. Tinhinan Makassi. C'est par effet du main du chef de la transition, le colonel Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Maïga, que la transition au Mali a été formalisée à une durée de 24 mois, et ce à compter du 26 mars 2022. La durée de la transition au Mali a défrayé la chronique, allant même jusqu'à provoquer la colère de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a montré son mécontentement en appliquant de lourdes sanctions et un embargo économique à l'encontre de Bamako, engageant les deux parties dans un bras de fer sans précédent. Un duel entretenu depuis le sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra le 9 janvier dernier, suivi des sanctions à l'encontre des autorités de la transition. La CEDEAO a pris cette décision alors que même les assises de la refondation estimaient la durée de la transition entre 6 mois et 5 ans. Cela dit, ce retour à une période acceptable pour la communauté internationale n'aurait pu se faire sans la médiation de certains pays voisins, qui ont encouragé les deux parties à maintenir le dialogue. Au dernier sommet extraordinaire de la communauté ouest-africaine, tenu le 4 juin 2022, les chefs d'État et gouvernements membres de l'organisation régionale ont maintenu les sanctions imposées au Mali. Et ce, en vue d'obtenir un chronogramme acceptable propre à assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel conformément aux protocoles et décisions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Pour rappel, lors du premier coup d'État perpétré le 18 août 2020, la CEDEAO avait fixé à 24 mois la période de transition. Calendrier imposé sans révision des délais à Assimi Goïta et ses hommes à leur arrivée au pouvoir suite à un deuxième coup de force le 24 mai 2021. Le Mali qui annonce par ailleurs une coopération bilatérale entre son armée et l'armée algérienne. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alouboy Diarra, a reçu la visite d'une délégation algérienne conduite par le général de brigade aérienne Cheblaoui Rachid. C'était hier lundi 6 juin. Cette visite contribue à la mise en œuvre des priorités de l'armée de l'air dans les domaines de la formation, de l'entraînement et de la maintenance aéronautique. Les efforts et le rôle de l'Algérie dans la recherche d'une solution politique en Libye, salués par le Premier ministre libyen. Abdelhamid Dbeibah s'exprimait lors de l'inauguration hier à Tripoli du salon Made in Algeria dédié aux entreprises et produits algériens. L'Algérie et la Libye œuvrent pour la promotion des liens économiques au sein du voisinage africain. Le chef du gouvernement d'union nationale a aussi annoncé la reprise prochaine des dessertes aériennes et le projet d'une ligne maritime directe reliant les deux pays. Le solide partenariat économique entre l'Algérie et la Libye va permettre de renforcer l'assise économique des pays africains voisins et à travers la mise en œuvre de zones franches commerciales communes, source de richesse et de croissance entre les deux pays frères.
Cette démarche sera complétée par quelques mesures particulières concernant les droits de douane et les reprises des dessertes aériennes. Par ailleurs, nous envisageons la création d'une ligne maritime directe reliant les ports libyens et algériens. Et dans le même sillage, une autre ligne maritime, cette fois entre la Turquie et l'Algérie, verra le jour dès demain. Ce service hebdomadaire sera opéré par la compagnie CMA-CGM au départ d'Istanbul via Aliaga, Barcelone et Marseille, avant de rejoindre les ports algériens de Annaba et Béjaïa d'une durée de 3 semaines. Cette rotation s'inscrit dans le cadre du renforcement des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie. Par ailleurs, et toujours dans le même domaine, la suppression des visas entre l'Algérie et la Turquie a fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, la question n'est pas à l'ordre du jour, affirme l'ambassadeur turc à Alger, Madame Maynour Özdemir Göktaş, dans un entretien exclusif accordé à Al24 News. Aujourd'hui, la question des visas, malheureusement, elle n'est pas à l'ordre du jour et ça, je voudrais vraiment le dire ici, puisque nous sommes vraiment sollicités sur cette question-là en nous disant est-ce que on peut supprimer les visas pour les deux parties, compte tenu des relations qui sont telles qu'aujourd'hui entre nos deux pays. Malheureusement, elle n'est pas à l'ordre du jour. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien exclusif accordé à Al24 News juste après cette édition. Coopération toujours algéro-mauritanienne cette fois-ci. Alger et Nouakchott passent à une vitesse supérieure, un partenariat stratégique traduit par la signature de nombreux accords à la faveur de la visite du ministre de l'énergie algérien en Mauritanie. Des contrats dans les domaines du gaz, du pétrole et des minerais ont été scellés. L'objectif de Nouakchott est d'assurer davantage sa sécurité énergétique en cette période de crise. Mohamed Wali Ben Chaban. Les visites de haut niveau entre l'Algérie et la Mauritanie se poursuivent. Les opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie et des mines connaîtront une forte impulsion. En passant par Alger, Nouakchott souhaite assurer sa sécurité énergétique face aux crises géopolitiques que connaît le monde actuellement. Les opportunités et les potentialités disponibles dans les deux pays pour la coopération dans les domaines de l'énergie et des mines en tant que secteur stratégique connaîtront inévitablement une forte impulsion grâce à la volonté des dirigeants de nos deux pays et un leadership dont ils jouissent. La visite du ministre algérien de l'énergie Mohamed Arqab s'inscrit dans le cadre du renforcement et du développement de la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie dans le secteur de l'énergie pour l'exploration et la production des hydrocarbures, la commercialisation et la distribution de produits pétroliers, la production et le transport d'électricité et dans divers domaines d'intérêt commun. Notre volonté commune vise à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie et des mines. Nous œuvrons ensemble pour la consolider et la développer. Dans ce registre, je tiens à vous dire qu'on est rassuré des progrès enregistrés dans le secteur de l'énergie et des mines. Le marché mauritanien est important pour l'Algérie, et ce, dans le cadre de sa stratégie d'investissement en Afrique, confortant ainsi l'orientation globale des pouvoirs publics afin d'élargir les domaines de l'investissement et du commerce extérieur. Au Maroc, le Front social ne décolère pas après la signature par Rabat et l'entité sioniste la semaine dernière d'un accord de coopération entre les universités et les centres de recherche. Les voix se sont élevées au sein des syndicats de l'enseignement supérieur qui ont appelé à une grève des enseignants pour faire face à toute initiative de normalisation qui vise à infiltrer l'université et les établissements d'enseignement supérieur marocains et à salir leur réputation. Les syndicats qui affirment par là même soutenir la cause palestinienne jusqu'au bout. Et du nouveau dans l'affaire d'espionnage d'hommes politiques espagnols par le logiciel Pegasus, le haut tribunal espagnol chargé notamment des affaires de terrorisme a appelé le directeur général du groupe israélien NSO, qui a développé ce logiciel, à témoigner. Petit bémol, une telle requête doit d'abord recevoir le feu vert de l'entité sioniste qui ne collabore que rarement dans ce type de situation. Les détails avec Karim Bouaziz. Il lui fallut à un moment donné une réaction. Plus un silence s'allonge après la découverte d'un scandale, plus la crise risque de s'installer durablement lorsqu'un exécutif en est empêtré. Et pour sonner le glas de la tête du chef du gouvernement, il n'y a qu'un pas.
En effet, c'est toute la péninsule ibérique qui est ébranlée après que l'on ait appris que le téléphone du chef du gouvernement, le sémillant Pedro Sánchez, ainsi que celui de la ministre de la Défense Margarita Robles, furent infectés par le logiciel espion Pegasus. Paz Esteban, ex-chef du renseignement espagnol, a d'ailleurs été destitué. Pegasus ou les mises en garde d'Edward Snowden sur la face cachée des gadgets de communication en tout genre, logiciel très puissant développé par une certaine société sioniste, NSO Group, capable à travers des chevaux de Troie informatiques d'aspirer toutes les données d'un téléphone, y compris les messages échangés à travers WhatsApp, et surtout d'activer à distance des caméras et autres micros. D'autres logiciels d'espions par le passé avaient ciblé des chefs d'État. François Hollande, Angela Merkel ou la brésilienne Dilma Rousseff en avaient fait les frais. La NSA était passée par là. Réaction en Espagne, puisque cette fois un juge espagnol veut interroger le responsable de la société NSO ayant créé le logiciel Pegasus. Il s'agit d'un militaire, le général Chalev Ulio. Une audition qui se déroulerait en territoire occupé au bon vouloir des sionistes. Procédure qui pourrait prendre des mois et le concours du colon est loin d'être évident. Un magistrat du tribunal de grande instance, José Luis Calama, a aussi convoqué pour le 5 juillet prochain Félix Bolaños, un proche de Sanchez, pour l'entendre en tant que témoin dans cette affaire hautement sensible. Le gouvernement espagnol a aussi indiqué que le mobile du ministre de l'Intérieur avait également été piraté. Plusieurs médias espagnols ont tout aussi évoqué une possible implication du Maroc alors qu'une crise diplomatique opposait les deux pays au moment des faits. L'entité sioniste et le Mossad impliqués dans une cyberattaque ayant ciblé la capitale iranienne. La municipalité de Téhéran a été victime de perturbations informatiques qui ont rendu son système interne ainsi que son site web inaccessible pendant quelques minutes. Pendant ce temps, c'est une image insultante qui a été publiée sur la page principale du site web. Un responsable iranien évoque l'implication des États-Unis et d'Israël dans cette cyberattaque en raison de la ressemblance technique avec deux incidents similaires dont les auteurs étaient sans conteste les ennemis de l'Iran. Parlons à présent de l'occupation sioniste qui intensifie ses campagnes d'arrestation et ses agressions dans les territoires palestiniens occupés. Hier, les colons ont une nouvelle fois envahi la mosquée Al-Aqsa et son esplanade. Ils ont par ailleurs détruit des lieux de culte chrétiens sous la protection des forces sionistes. 19 Palestiniens ont également été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi en Cisjordanie occupée. Souhila Kilal. Les jours se suivent et se ressemblent en Palestine occupée. Des dizaines de colons ont une nouvelle fois pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste. Ils y ont effectué des rituels talmudiques. Les lieux de culte musulmans ne sont pas les seuls à être la cible des colons puisque l'église et le jardin grec d'Al-Quds ont également été dévastés et le cimetière profané. Du côté de Naplouse, les forces d'occupation ont empêché des Palestiniens de restaurer leurs terres alors que des bulldozers ont détruit le village non reconnu Al-Araqib dans le désert du Nakab et ont exilé ses habitants. En Cisjordanie occupée, 19 Palestiniens dont un enfant ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi par les forces de l'occupation sioniste dans différentes régions. Le ministère des Affaires étrangères palestinien est monté au créneau et a fermement condamné les attaques commises par les colons et les forces d'occupation sionistes dans les territoires occupés. Il a indiqué que ces agressions provocantes contre les Palestiniens et les lieux de culte rentrent dans le cadre des plans de judaïsation d'Al-Quds Est et ses lieux saints, mais également dans l'objectif de contrôler la ville sainte et l'évacuer des habitants palestiniens. Le ministère a affirmé que ce ciblage persistant reflète le terrorisme d'État sioniste, soulignant que ces crimes commis par les colons contre les civils palestiniens, leurs terres, leurs propriétés et les lieux saints ont lieu sous la protection de la police sioniste. Les affaires étrangères incombent au gouvernement de Naftali Bennett l'entière responsabilité de ces attaques et les violations du droit international et ont demandé au secrétaire général des Nations Unies d'activer le système de protection internationale pour le peuple palestinien, notamment sur la ville d'Al-Quds et ses lieux saints. L'occupation de territoires palestiniens par l'entité sioniste et la discrimination envers la population palestinienne sont les principales causes des tensions récurrentes et de l'instabilité dans la région, estime une commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Dans un rapport, mettre fin à l'occupation de territoires par l'entité sioniste en pleine conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité reste crucial pour mettre fin au cycle persistant de violence, conclut ce rapport. Pour en parler, nous avons avec nous en direct le docteur François Deroche. Bonsoir. Bonsoir à vous, à tous vos téléspectateurs.
Alors, vous êtes président de l'ONG Justice et Droit sans frontières. Monsieur Derache, ma première question est simple. L'ONU accuse clairement et pour la première fois l'entité sioniste et sa politique d'occupation et de discrimination à l'égard des Palestiniens d'être les causes principales des tensions et de l'instabilité. Pourquoi un tel rapport n'a pas été publié plus tôt? Pourquoi avoir attendu un nombre incalculable de morts, de prisonniers et de déplacés? Parce que maintenant, au départ, si vous voulez, Israël, en tout cas, je pense qu'il faut rappeler les choses. Israël, depuis sa création, n'a jamais respecté une seule résolution des Nations Unies. Israël méprise tout ce qui est droit international. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, il pointe, c'est une caméra qui pointe tout ce qui, c'est objectif. Et c'est quand même pas n'importe qui. C'est quand même l'ancienne présidente et haute commissaire aux droits de l'homme, qui est la sud-africaine, Navantam Pillay, qui l'a dirigée, qui est la directrice de cette commission. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette commission? Elle dit des choses de vraies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle dit qu'il y a des tensions. Les tensions, ça existe. D'ailleurs, on a vu la tension. Pour ne pas voir cette tension, il faut être soit aveugle, soit dément, soit de mauvaise foi. Je ne sais pas dans quelle catégorie se situe Israël, mais tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un régime, un état d'apartheid à l'égard des Palestiniens. Toutes les organisations des droits de l'homme aujourd'hui considèrent qu'Israël ne prodigue pas un traitement juste et équitable à l'égard des Palestiniens. Et même, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Regardez ces bulldozers qui sont en train de détruire des maisons palestiniennes. Regardez toutes ces colonies qui sont aujourd'hui construites contre le droit international. Ce rapport est venu, il vaut mieux plus tard que jamais, mais il est venu pour dire que mettre fin à l'occupation est crucial, parce que dans une situation d'injustice, on ne pourra avoir que la violence. Et justement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui que oui. Justement, Monsieur Derache, le langage de ce rapport est très explicite. Ce texte parviendra-t-il, selon vous, à contraindre l'occupant israélien à se soumettre enfin au droit international? Écoutez, c'est un début. Ce rapport, il dit tout simplement que cette situation d'occupation perpétuelle a été citée, d'ailleurs, par certains Israéliens et par les Palestiniens, considère que cette instabilité dans la région et le prolongement d'un conflit, aussi bien dans les territoires palestiniens que dans Jérusalem-Est, est surtout le responsable de cette tension. Et puis, bien sûr, il faut dire que cette inégalité, cette inéquité, cette injustice à l'égard du peuple palestinien ne pourra pas continuer, ne pourra pas perdurer. Si Israël veut la paix, qu'on fasse la paix des braves, que Israël accepte de se soumettre aux résolutions des Nations Unies, que Israël fasse ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'elle rende justice à ces Palestiniens qui tout simplement, qui subissent un traitement inéquitable, un traitement injuste et surtout un traitement qui n'est pas digne d'un État démocratique. Il est temps aujourd'hui que les Nations Unies, que le monde des nations puisse ouvrir les yeux sur ces exactions. Et d'ailleurs, ce que nous avons vu avec les funérailles de Shirin Abu Akleh récemment, il y a quelques semaines, montre la cruauté de ce traitement à l'égard du peuple palestinien. Merci beaucoup, Monsieur François Derache. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Justice et Droit sans frontières. Dans l'actualité également, des milliers de Libanais ont quitté leur pays dans l'espoir de vivre une vie meilleure en Europe. L'armée libanaise a déclaré avoir arrêté aujourd'hui 64 migrants qui tentaient de quitter le nord du pays pour rejoindre les côtes européennes. Il s'agit de personnes de nationalité libanaise, syrienne ou encore palestinienne. Cette arrestation intervient une semaine après qu'une embarcation transportant plus de 60 migrants a chaviré au large de Tripoli, deuxième ville du Liban.
Le conflit russo-ukrainien et ses répercussions sur le monde, sujet d'une conférence organisée ce matin au ministère algérien des Affaires étrangères. Safouane Ben Sabri y a assisté. Sous la supervision de l'Institut diplomatique et des relations internationales du ministère des Affaires étrangères algérien, le ministère a reçu ce mardi son Excellence l'ambassadeur Jan Talas, diplomate finlandais, dans le cadre d'une conférence sur le conflit en Ukraine. Le thème de la conférence a été les répercussions internationales de la crise en Ukraine. Plusieurs thèmes ont été abordés, parmi eux les répercussions du conflit russo-ukrainien sur le système international actuel, tel qu'établi depuis 1945. Un système où les pays du Sud ont encore du mal à faire entendre leur voix. Le monde connaît des changements et je pense que c'est la bonne voie. Une place plus grande pour les pays du Sud n'est pas nécessairement une conséquence de la guerre en Ukraine. C'est tout simplement le cours naturel des choses. Et je pense que le monde sera un endroit meilleur ainsi. Je suis évidemment favorable à une plus grande implication des pays du Sud dans les affaires mondiales. Cela rendrait la résolution des conflits plus facile. L'audience présente a pu échanger avec l'ambassadeur Jan Talas à travers des questions auxquelles a répondu l'intéressé, procurant un éclairage sur la situation géopolitique mondiale nouvelle, rappelant au passage le rôle de l'Algérie dans la médiation du conflit russo-ukrainien. Sur le terrain des opérations, l'armée russe dit avoir totalement libéré les zones résidentielles de Severodonetsk, ville située à l'est de l'Ukraine et actuel épicentre des combats dans la région. Moscou contrôle désormais 97% de la région ukrainienne de Lugansk. Les forces russes affirment également que 126 militaires ukrainiens se sont rendus en 5 jours. 6489 au total ont été faits prisonniers depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février dernier. Une partie importante des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, le long de la rive gauche de la rivière Seversky-Donetsk, a été libérée, y compris les villes de Sviatogorsk, Krasny Liman, ainsi que 15 autres localités. Les zones résidentielles de Severodonetsk ont été totalement libérées. La prise de contrôle de sa zone industrielle et des localités voisines se poursuit. Direction le Royaume-Uni, Boris Johnson a sauvé son poste malgré la colère du groupe de la Gronde, malgré la colère qui gronde autour des scandales du Partygate. Les députés conservateurs britanniques lui ont accordé hier soir leur confiance après un vote à la Chambre des communes. Naila Hamouda. Boris Johnson se maintient au pouvoir. Il a obtenu la confiance du Parlement après des mois de scandale du Partygate. Ces fêtes organisées dans sa résidence pendant le confinement. Il se dit satisfait du score réalisé dans ce vote de défiance. Je pense que c'est un résultat convaincant, un résultat décisif qui nous permet d'avancer, de passer à autre chose et de nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Malgré ce résultat, ce vote reflète les divisions au sein de la majorité. Boris Johnson est dans l'œil du cyclone. Pour faire passer une loi au Parlement, il se retrouve désormais face à 40% de députés conservateurs. Il va aussi devoir se méfier des attaques parlementaires de l'opposition. Ses rivaux risquent même de déposer une motion de censure après 1 an du vote. Malgré cette victoire, Boris Johnson se retrouve un peu plus fragilisé. Le scandale du Partygate aura mis à mal sa popularité. Sport football, avant de clore cette édition, la sélection nationale affronte demain son homologue tanzanienne pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire. La rencontre se jouera au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam à 17h. Les coéquipiers de Youssef Belaïli tenteront de confirmer leur renouveau après la cruelle élimination au barrage du Mondial 2022. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne ratez pas, juste après ce journal, l'entretien exclusif accordé à Al24 News et à Fatma Mhenni par l'ambassadeur turc à Alger, Madame Maynour Özdemir Göktaş. Très bonne soirée.